Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cette édition spéciale. Nous étions le 20 mars lorsque le gouvernement gabonais annonçait la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres. Une décision qui faisait suite à la déclaration du premier cas positif de la Covid-19 des jours avant. Par cet acte, le gouvernement Julien Kogué-Bekele, agissant sous l'impulsion du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, renforçait son dispositif de prévention, associant ainsi cette fermeture à d'autres mesures restrictives telles que l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, le couvre-feu, le confinement total puis partiel du Grand Libreville. Ainsi, plusieurs compatriotes se sont retrouvés bloqués à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Si l'État a opté pour une prise en charge par ces représentations de ces personnes en attendant de définir les modalités pratiques du rapatriement à l'heure où le monde se barricadait, il est important de préciser que ce retour a pris tout de même un certain temps et l'opacité qui, selon certains, a entouré la gestion de ce rapatriement suscite moultes interrogations. Pour en parler, je reçois le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Alain-Claude Billy-Bizet. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, madame. Voilà, monsieur le ministre, cette émission nous permettra également de lever le voile sur un certain nombre de sujets d'actualité, dont la ratification du projet de loi, on va y arriver, par les sénateurs, l'examination, voilà, du projet de loi autorisant la ratification du traité révisé de la CEAC. Donc, d'entrée de jeu, on va parler de cette actualité, puisque vous sortez à l'instant du Sénat. Qu'en est-il réellement ? Il y a eu d'abord je vous remercie, il y a eu donc devant les sénateurs deux projets de loi de ratification. Un premier projet portait sur un accord signé entre le gouvernement gabonais et le gouvernement d'Arabie Saoudite en 2015 sur la non-double imposition et sur l'évasion fiscale. Il s'agit en réalité d'avoir un cadre juridique qui va garantir l'investissement saoudien au Gabon et éventuellement l'investissement gabonais en Arabie Saoudite. Les sénateurs ont examiné et ont adopté donc ce projet. L'autre projet concerne la CEAC. Vous savez que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été mandaté par ses pairs de la sous-région pour porter la réforme de la CEAC. Nous avons travaillé dessus et il s'agit maintenant de ratifier par les voies habituelles le nouveau traité de la CEAC. De nombreux pays sont en train de le faire. Le Gabon également est dans le processus de ratification. Et là, par le vote du Sénat, le Parlement a donc ratifié. Le texte repart au gouvernement pour vérifier la constitutionnalité avant d'être promulgué par le chef de l'État par donc, une loi de promulgation, un décret de promulgation. D'accord. Parlez-nous de cette rencontre des ministres annoncée pour le 3 juin, toujours sur la question de la CEAC. Alors, comment ça va se passer? Quel est le programme? Il y avait un chronogramme de mise en œuvre de la réforme avec un conseil des ministres qui devait se tenir au mois de mai. Et malheureusement, compte tenu de la situation sanitaire, les ministres n'ont pas pu se déplacer. On va donc le tenir le 3 juin par visioconférence. Il s'agira de faire le point sur les ratifications, le point par les différents pays. Nous sommes 11 États. On va donc vérifier pays par pays où en sont les différents pays sur la ratification. On va vérifier également l'état de l'UE pour ce qui est la mise en œuvre d'autres aspects, notamment l'apurement de la dette. Mais on va surtout examiner également le chronogramme de mise en place de la commission de la CEAC, parce qu'il a été décidé donc dans la réforme de passer de secrétariat général à commission de la CEAC. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces informations. Nous n'avons que 52 minutes. Nous reviendrons en long et en large une fois ce conseil tenu. Permettez-moi également, monsieur le ministre d'État, de revenir sur la commémoration de la journée mondiale de l'Afrique qui a eu lieu le 25 mai dernier. Et elle est célébrée, pour rappel, chaque 25 de chaque année. Elle traite de la question de l'intégration. On parlait de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA en abrégé. Monsieur le ministre, depuis 1963 à ce jour, quel héritage de l'Organisation de l'Union africaine? Il faut dire que lorsqu'on parle de cet héritage, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. La première, c'est que les pères fondateurs de l'UA ont eu le mérite de fixer une vision pour l'Afrique. Une Afrique unie, une Afrique prospère, une Afrique solide. C'était une vision. Ils avaient ensuite un certain nombre de projets. Dans l'immédiat, il y avait 5 actions principales à mener. Contribuer à la décolonisation de l'Afrique, donc lutter contre ce qu'ils ont appelé les vestiges de la colonisation. Il y avait encore beaucoup de pays en 1963 qui étaient encore sous domination coloniale, notamment les pays lusophones et quelques pays anglophones. C'était donc une première chose. Seconde chose, lutter contre l'apartheid. Je pense qu'ils sont parvenus à réaliser ces 2 objectifs. Il y avait 3 autres, notamment la question du développement du continent, la question de la solidarité, de l'unité du continent, la question, in fine,
de l'intégration du continent. Sur ces trois autres dernières questions, le bilan est plutôt nuancé. D'accord. Parce qu'effectivement, l'unité du continent N'est pas reste un effective. projet, elle n'est pas effective, mais c'est parce qu'il y avait ce qu'on appelle ici un péché originel d'avoir mis dans l'acte fondateur de l'Union africaine, en fait de l'OUA, le principe de l'intangibilité des frontières et donc de préserver les frontières telles qu'issues de la colonisation. D'accord. Dès cet Or, instant, la colonisation ayant balkanisé l'Afrique, ayant divisé l'Afrique, c'était difficile d'aller vers l'unité en même temps qu'on maintenait les frontières. c'est ça. Donc, je crois que en Est-ce qu'on y réalité, parviendra? Vous y croyez? il n'y a que deux possibilités. Soit vous avez un projet d'État fédéral, style États-Unis, Mhm. mais c'est un projet, pour le mettre en œuvre, il faut quasiment l'imposer. Ah. Soit vous avez un projet d'État qui sont réunis autour d'un certain nombre de projets économiques sur le modèle de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on met en commun nos ressources, on met en commun nos énergies, on met en commun notre vision pour développer le continent. C'est la deuxième option vers laquelle, en réalité, se focalise aujourd'hui l'Union africaine et ses États membres. D'accord. Il sera difficile de revenir à une Afrique qui soit une fédération, je ne pense pas. D'accord. Maintenant, on peut mettre en Mais commun. on a l'impression, monsieur le ministre d'État, sans vous couper, que l'Afrique de l'Ouest s'organise un peu mieux par rapport à l'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'il explique? Plusieurs facteurs. Oui. Plusieurs facteurs. D'abord, contrairement à l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest est composée de peuples qui sont, depuis des millénaires, qui ont appris à échanger entre eux par le commerce, par différents échanges, les caravanes, le désert, etc. Donc, ça a favorisé beaucoup de choses. Ensuite, effectivement, ils sont allés beaucoup plus loin que nous dans la question de l'intégration, mais c'est aussi lié à la structure de leur économie. D'accord. Lorsque vous avez une économie qui est fondée sur l'agriculture, sur l'artisanat, les échanges, vous avez plus besoin de vendre à d'autres, alors que nos économies en Afrique centrale, c'est l'exportation des matières premières C'est ça. brutes, le pétrole, le manganèse, le bois. Et donc, le Congo ne vend pas le bois au Gabon, qu'il ne le vend pas au Cameroun. C'est On vend à dommage. d'autres pays et c'est dommage. C'est dommage. Maintenant que nous sommes en train d'aller progressivement, en ce qui concerne en tout cas le Gabon, vers la diversification de l'économie impulsée par le chef de l'État, on va avoir besoin de mettre de marché. C'est pour ça que la question de la CEAC est fondamentale. D'accord. Parce que lorsqu'un producteur gabonais, son marché c'est 2 millions d'habitants, mais si le marché il étend à Kinshasa 15 millions d'habitants, au Congo démocratique dans son ensemble 80 millions d'habitants, ça devient plus important, ça C'est devient cela. plus sérieux. D'accord. Il sera toujours plus simple de vendre, pardonnez-moi, des baguettes à 1 million de personnes à Plutôt Lagos qu'à 2 millions. plutôt que à 100 000 personnes à Libreville. Voilà. Comparaison n'est pas raison. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. Cette célébration a permis tout de même d'apprécier les effets positifs. Si effet positif il y a de la Covid-19, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'armes qui ont crépité ces derniers temps. Il y a moins de conflits depuis la survenue de la Covid-19. Est-ce qu'on ne peut pas entretenir cet acquis pour essayer de franchir un nouveau palier dans la sécurité en Afrique? Il y a des faits sporadiques ici et là. Boko Haram continue à s'agiter. Il y a encore quelques djihadistes qui s'agitent ici et là. En République démocratique du Congo, il y a quelques incursions de bandes armées, également en RCA. D'ailleurs, lors du sommet, du Conseil des ministres que nous tendons le 3 juin, on fera le point. Mais vous avez raison, on a pu observer une forme d'accalmie liée au fait que, bon, mais écoutez, face à un ennemi invisible qu'est le virus, même les djihadistes ne veulent pas se risquer. Donc, maintenant Donc tout le monde se calme. Tout le monde se calme. D'accord. Maintenant qu'on a le sentiment que la situation revient un peu à la normale, nous craignons effectivement une résurgence des conflits. Et là, les États prennent un certain nombre de mesures pour mieux se protéger. Les États se protègent, mais les États doivent d'abord être solidaires pour partager l'information, D'accord. toutes les informations possibles sur le virus, sur les bandes armées, sur les déplacements des populations, sur la situation de chaque État. Sur ce domaine, il vaudrait mieux ne pas être jaloux, il faut partager On est l'information bien. pour que nous puissions prendre des bonnes décisions. C'est ensemble que l'on pourra vaincre l'insécurité dans le monde. Ce n'est pas une question des pays en guerre, simplement. Dans l'actualité, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, nous essayons de parler de tous ces sujets d'actualité avant que d'entrer dans le vif de notre sujet, celui qui vous emmène sur le plateau de Gabon 24. Dans l'actualité, il y a eu aussi l'arrestation puis l'incarcération de certains étudiants gabonais au Sénégal. Les causes, vous les avez évoquées au cours de votre récente sortie, mais plus encore, qu'est-ce qui a expliqué cette arrestation et qu'en est-il aujourd'hui? L'on a appris via votre page Facebook que ces personnes ont été libérées. Comment cela s'est passé? Et d'ailleurs, pourquoi elles ont été interpellées? Notre ambassadeur nous a informé de ce que
des étudiants gabonais célébraient un anniversaire dans un appartement à Dakar. Et ils étaient dans cet appartement, plus de 20 personnes, ce qui naturellement, en ces temps de Covid-19, est totalement interdit par tous les pays à travers le monde. Le Sénégal a pris ces mêmes mesures, les mesures que le Gabon a prises également, d'interdire des rassemblements de plus de 10 personnes. Donc déjà, rien que le nombre de personnes dans l'appartement, c'était une violation des dispositions mises en place par le Sénégal. Ensuite, ils sont restés jusqu'au-delà de l'heure prévue du couvre-feu et ce sont environ de minuit que la police serait intervenue. Donc ça, c'est les faits. Et ceci est passible au Sénégal comme ailleurs hein, d'un certain nombre de peines de prison ou d'amende. Nous sommes très attentifs à ce qui s'est passé. Nous remercions les autorités sénégalaises d'avoir réagi promptement et d'avoir pu libérer les étudiants après rappel à la loi. Parce que là aussi, il faut le dire. Je voudrais profiter de votre antenne, madame, si vous le permettez, pour rappeler d'abord à nos populations, mais aussi aux étudiants que lorsqu'on séjourne dans un pays étranger, on doit respecter les lois et règlements dans ce pays-là. Tout à fait. Lorsqu'on séjourne à l'étranger, qu'on a été envoyé par l'État ou par sa propre famille, on représente notre pays. Notre comportement identifie notre pays. Et il n'est pas utile que dans un pays comme le Sénégal, qui accueille aujourd'hui 7500 étudiants et élèves gabonais, 7500, il n'est pas utile qu'on commence à avoir la réputation de personnes qui ne respectent pas la loi. Nous allons travailler avec les autorités sénégalaises pour apaiser les choses, pour que ça n'aille pas plus loin que ça, mais en même temps, il nous faut interpeller nos étudiants. Cela a été fait, l'ambassadeur s'en occupe, le Conseil des Gabonais du Sénégal s'en occupe, l'Association des Gabonais du Sénégal s'en occupe également. Donc nous avons des relais qui nous aident aujourd'hui à travailler, mais il est utile de sensibiliser sur le respect de la loi lorsqu'on séjourne dans un pays étranger. Déjà, dans son propre pays, il faut respecter la loi et a fortiori à l'étranger. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'espère que le message est passé parce que c'est ce qu'il faut retenir. Nous allons revenir à ce qui nous importe aujourd'hui, ce qui nous vaut votre présence sur le plateau de Gabon 24, c'est le rapatriement de vos compatriotes. Il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup d'interrogations et beaucoup de personnes se sont données à cœur joie. Hein. Le ministère a détourné, le ministère n'a pas fait ci. Pouvez-vous nous faire l'économie de cette actualité de façon précise, depuis le 20 mars jusqu'au rapatriement des Gabonais bloqués à l'extérieur qui est intervenu depuis environ une dizaine de jours? Vous savez, il est normal qu'il y ait des interrogations. Il est normal que les gens se posent des questions et notre responsabilité est d'apporter des réponses précises. C'est une décision du chef de l'État seul, Ali Bongo Ondimba. C'est lui seul qui a décidé du rapatriement. Pourquoi? Parce que notre option à nous, gouvernement, était de nous appuyer sur l'expérience que nous avions vécue au mois de février-janvier, avec les étudiants de Wuhan, où nous avions dû venir en aide aux étudiants en leur envoyant un secours financier pour les aider à résister et à tenir au niveau de la ville de Wuhan. Nous avons pensé qu'il pouvait être possible de rééditer cela. Nous avons donc commencé par identifier les Gabonais, parce que c'est le commencement de l'histoire. Identifier où sont-ils, combien sont-ils, pour combien de temps sont-ils dans ces pays-là. Cette première identification a permis, à la fin du mois de mars, début avril, d'envisager qu'il y avait 522 Gabonais à l'étranger, dans 17 pays à peu près. Nous avons demandé aux ambassadeurs combien faut-il pour qu'ils tiennent par jour. Chaque ambassadeur a dit, moi à Pretoria, il faut envisager tel montant par jour. Moi à Dakar, tel montant par jour. Nous n'avons pas fait l'arbitrage sur ces montants-là, on les a compilés. On a fait une évaluation globale et on est arrivé à 967 millions de francs CFA. Ce que nous avons soumis au gouvernement et le chef du gouvernement a soumis au chef de l'État. Et le chef de l'État nous a dit, mais écoutez, là ils sont déjà depuis 3 mois pour certains, 4 mois pour d'autres, et personne ne sait à quel moment les frontières seront ouvertes. Donc si nous commençons par donner 967 millions chaque mois, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça peut être lourd à la fin. Le mieux est d'envisager le rapatriement. Nous sommes déjà là à la mi-avril, fin avril. Une fois qu'on a eu la décision de rapatrier nos compatriotes, il a fallu maintenant à nouveau ouvrir la liste pour dire, écoutez, vous attendiez à ce qu'on vous envoie de l'argent. Maintenant, on va vous faire venir. Peut-être que certains ne sont pas inscrits. Et là, du coup, en une semaine, on est passé du simple au double, quasiment de 522 à 1000 personnes. Du simple au double en une semaine. Il y a des pays où c'est comme la France, où ça a explosé. Le Maroc, on est passé de 60 personnes à presque 200 personnes. Et donc, on a progressivement dresser les listes sur des critères simples. La première chose, c'est que les compatriotes devaient s'inscrire auprès des ambassades. C'est la première chose. La seconde chose, ce rapatriement ne concernait que ceux qui étaient en court séjour. Non pas les résidents dans des pays étrangers, mais ceux qui étaient en court séjour. Il fallait pour cela présenter son billet retour
pour indiquer à peu près la période qui était envisagée. Il fallait pour cela présenter son passeport pour être sûr que c'est bien un Gabonais. Et donc, ce travail a été fait. Une fois que ce travail est fait, nous avons ensuite commencé à identifier pays par pays quelles compagnies aériennes on pouvait affréter. Parce que dites-vous bien que si on est arrivé au rapatriement, c'est parce que les compagnies aériennes aujourd'hui sont presque toutes coulées au sol. Elles ne volent plus du fait de la fermeture des frontières. Et nous ne sommes pas le seul pays concerné. Tout à fait. Donc ce travail a été fait et les affaires étrangères, là-dessus, ont compté sur l'expertise de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, qui est compétente en matière d'aéronautique, qui est compétente en matière d'aviation civile et qui nous a aidés donc à faire le choix des aéronefs, des compagnies aériennes, à négocier les contrats que nous avons signés. Il s'agit bien de plusieurs compagnies, il ne s'agit pas d'une seule. Il s'agit de plusieurs compagnies qu'il a fallu identifier de par le monde, mais il y avait, on s'est adressé à un opérateur qui, lui, est un affréteur. Donc, on s'adresse à un opérateur qui, lui, maintenant, va pouvoir s'adresser aux compagnies de manière individualisée. C'est ce que nous avons fait comme choix. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, on a choisi AfriJet, c'était le plus simple. On a choisi AfriJet sur un contrat. Le contrat AfriJet, si les chiffres, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est 92 millions de francs CFA qui ont été dépensés pour AfriJet. Pour les villes de Yaoundé, Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Brazzaville. C'était la première phase je pense, du 11 au 12 ou du 10 au 11. En tout cas, c'était la première phase. Mais cette première phase terminée, il a fallu aborder la seconde phase qui comprenait l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, une petite partie de l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et l'Europe, plus l'Afrique du Sud. Cette seconde phase, nous nous sommes adressés donc à un opérateur qui a contacté les compagnies aériennes qui ont donc proposé de pouvoir faire venir des compatriotes. Le choix des compagnies et des aéronefs dépendait à la fois du nombre de personnes à transporter, mais aussi du fret qu'il y avait. Lorsque je parle de fret, c'est à la fois les bagages, mais parfois on a eu à faire revenir des dépouilles comme le Maroc, où il y a eu 5 dépouilles qu'on a dû faire revenir. Donc il fallait calibrer les avions par rapport à cela. Je vais insister sur 2 choses. La première, c'est le rôle des affaires étrangères et des missions diplomatiques. Quel est le rôle? Notre rôle dans ce domaine était d'identifier les compatriotes, de les enregistrer, de les informer et de veiller à leur embarquement. L'identification des aéronefs, la négociation des contrats, c'était l'ANAC et qui l'a très bien fait. C'est moi qui ai signé ces contrats-là. Et le Trésor public, sur instruction du chef de l'État, a payé directement les compagnies pour qu'il n'y ait aucun problème. À l'heure où nous parlons, toutes les compagnies ont été payées, il n'y a aucune dette nulle part. Comment ont été organisés les vols, dites-nous? Je veux dire, je dis tout et n'importe quoi, permettez, monsieur le ministre d'État, il y a 5 personnes à Brazzaville, 12 personnes à Yaoundé, 15 autres à Kinshasa. Comment c'était organisé? C'est toute la difficulté, la complexité qu'il y a eu dans cette opération. C'était une première. Et donc, on a découvert, nous également, toutes ces difficultés-là. On a une compatriote qui nous a sollicité parce qu'elle est en Namibie. Nous n'avons pas en Namibie une ambassade, nous n'avons pas un consulat en Namibie, mais nous avons l'Afrique du Sud et l'Angola. L'Angola couvre la Namibie. Et il a donc fallu voir avec cette compatriote si elle pouvait se déplacer la Namibie pour l'Afrique du Sud ou pour l'Éthiopie pour que le vol qui partait en Afrique du Sud puisse également l'embarquer. Il y a eu des situations complexes, on n'a pas pu faire revenir ceux qui étaient isolés. Nous le déplorons, mais malheureusement, il a fallu faire des choix. Mais des solutions sont en train d'être trouvées. Bien. Et ensuite, une fois qu'on avait identifié, le plus important était d'aller dans les capitales des États ou dans des villes principales. Lorsqu'on était au Congo-Brazzaville, on se demandait s'il y avait des Gabonais à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Il y en avait à Dolisie. Ceux de Dolisie ont donc été amenés à Brazzaville ou à Pointe-Noire pour qu'on puisse de là les transporter vers Libreville. Cet exercice a eu lieu également pour Ouagadougou, Bamako, Lomé. Lomé, on avait à peu près 70 personnes. Mais Bamako, c'était 9 personnes, Ouagadougou, 11 personnes. Peut-être que les chiffres, je les inverse un peu. On avait vu des étudiants du Ghana. Le Ghana n'était pas concerné par ce retour, puisque le Ghana et le Togo vont ensemble. Alors, ceux du Ghana sont venus jusqu'au Togo et certains jusqu'au Bénin, où là également, on a pu les faire venir. Nous avons accepté d'enregistrer les gens quasiment jusqu'au jour même du déplacement. Je me souviens des sportifs qui étaient dans les Émirats, à Dubaï et à Abu Dhabi, qui nous ont contactés quasiment la veille. On les a enregistrés. Ceux qui ont pu se déplacer ont pris l'avion. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer
on verra pour les prochaines fois, mais pas de rapatriement. On verra comment les intégrer, Les soutenir les soutenir financièrement. pour qu'ils puissent se déplacer. D'accord. Donc, voilà un peu comment ceci a été organisé. Mais encore une fois, nous comprenons que les gens se posent des questions. Oui, les Et questions sur, par exemple, l'argent mis en place par le chef de l'État. Vous nous avez parlé de 92 millions pour AfriJet, mais il y a eu plusieurs autres compagnies. 92 millions. Le montant global mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères pour le rapatriement de tous ces compatriotes bloqués, il est de combien? D'abord, ce montant n'a pas été mis à la disposition des affaires étrangères. D'accord, Ce montant a été déterminé pour le rapatriement. d'accord, 967 millions de francs CFA. Et le chef de l'État nous a dit, vous ne sortez pas de cette enveloppe. Et ces 967 millions de francs CFA étaient gérés directement par le Trésor public. Les affaires étrangères, avec la NAC, identifiaient des avions, d'accord, signaient des contrats. très bien, Les compagnies envoyaient les factures que je visais en Très bien. fonction de l'examen qui a été fait par la NAC. Et une fois que j'avais visé, on envoyait au Trésor et le Trésor payait par virement bancaire en le Trésor public gabonais via la Banque centrale, directement vers les compagnies. Il n'y a pas eu de manipulation d'argent par le ministère des Affaires étrangères, encore moins par les missions diplomatiques à l'extérieur. D'accord. Comment expliquez-vous alors, Monsieur le ministre, et ça on l'a entendu, que les compatriotes qui sont en France, pour ne pas les citer, ont dû débourser de l'argent pour payer eux-mêmes leur transport? C'est ce qui se dit. Moi, je vous pose la question parce qu'à l'instant, vous venez de balayer cette affirmation, cette assertion qui dit qu'eux-mêmes, ils ont pris de l'argent dans leur poche. Qu'en est-il réellement? Alors, la France, c'est un cas particulier. D'accord, Les autres pays, on a procédé aux affrètements, directement gérés par les affaires étrangères, l'aviation civile et payés par le Trésor. d'accord, Dès lors qu'on procédait aux affrètements, la compagnie était donc soumise à nos exigences. On disait, c'est tel jour, à telle heure, et on rassemblait les compatriotes qui montaient dans l'avion. S'agissant de la France, ça a été un vol spécial négocié entre les autorités gabonaises et françaises. Notre ambassadeur ayant enregistré des compatriotes a saisi le Quai d'Orsay, qui à son tour a autorisé Air France donc à embarquer les compatriotes. d'accord. Il s'est trouvé que, et là il faut qu'on s'en souvienne, avant que le chef de l'État ne décide cette opération de rapatriement, de nombreux compatriotes bloqués en France et qui avaient leur billet Air France et qui voyaient les compagnies Air France partir, des avions partir de Paris à vide vers le Gabon, nous ont saisis et nous ont dit, mais nous avons des billets, pourquoi est-ce que nous ne prenons pas Air France? Ceci a été pris en compte, leur propre demande. Et c'est comme ça que lorsque la question de la France est posée, il a été dit, ceux qui ont déjà leur billet vont non pouvoir utiliser leur billet pour rentrer à Libreville. Ceux qui n'ont pas les billets, parce que, hélas, tous ceux qui se rendent en France n'y vont pas par Air France. Il y en a qui prennent d'autres compagnies, Tout à fait. Turkish, Ethiopian, bon, je leur fais la publicité. Il y en a qui prennent d'autres compagnies. Il s'est trouvé plus de 170 Gabonais, 171 Gabonais, qui, eux, 151, qui n'avaient pas de ticket. Leur ticket a été payé par le Trésor public. Leurs billets ont été payés par le Trésor public, soit 71 millions de francs CFA payés par le Trésor public à Air France. Maintenant, des compatriotes étaient hors de Paris, parce qu'il faut bien comprendre la subtilité de cette opération. En France, aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer au-delà d'un périmètre de 100 km. D'accord. Il y en a qui étaient à Lyon, il y en a qui étaient à Lille, donc il fallait qu'ils viennent à Paris. D'où la nécessité d'avoir saisi le Quai d'Orsay pour qu'eux puissent voyager de leur ville de résidence en province vers Paris-Charles de Gaulle. Et là, c'est 90 compatriotes qui étaient dans ce cas-là. Qu'a fait l'ambassade du Gabon en France? L'ambassade du Gabon en France a remboursé les tickets de train qu'ils ont payés. Les tickets de train. Remboursés. D'accord. L'ambassade du Gabon en France, parce qu'ils sont arrivés samedi pour un vol dimanche, les a hébergés dans un hôtel en France aux frais de l'État gabonais qui ont été totalement payés. 90 personnes. Il y a eu 12 personnes qui n'ont pas pu prendre le vol le dimanche. Les 12 Quelle personnes. raison? J'expliquerai. D'accord. Les 12 personnes également, 5 sont restées à l'aéroport, continuent à revendiquer, 7 sont repartis, payés par l'ambassade qui a remboursé le ticket retour. D'accord. Les 5 autres ont été reçus par notre ambassadeur il y a quelques jours, qui là aussi a remboursé les tickets retour et les frais d'hôtel. Donc de ce point de vue, il n'y a pas du tout de compatriotes, à ma connaissance aujourd'hui, qui n'aient pas été remboursés de ce qu'ils avaient dépensé. D'accord. On Pourquoi? rembourse juste les tickets de train, mais pas les billets d'avion. Ceux qui en J'arrive. avaient sont déjà, ils les ont utilisés. J'arrive On est aux billets d'accord. d'avion. D'accord. Ceux qui avaient les billets les ont utilisés. Pour certains, il a été demandé de payer un supplément. Lorsque cela a été possible, l'ambassade a payé le supplément. Il s'est trouvé que pour les 12 qui n'ont pas pu voyager,
Air France a refusé de prendre sur son comptoir à Roissy-Charles de Gaulle de l'argent en liquide parce que l'ambassade voulait payer ces billets-là. C'est ce qui a fait en sorte qu'il n'ait pas pu voyager. Et j'ai indiqué, et cette instruction a été de l'ambassadeur, ces 12 seront prioritaires pour la prochaine rotation du vol spécial Air France si ça a lieu dans les prochaines semaines. D'accord. Monsieur le ministre d'État, je reste encore avec vous. Vous avez parlé tout à l'heure d'avions d'Air France. Ce n'est pas de la publicité qu'on fait, mais le problème, il est là. Le fait, il est là. Il faut le citer. Des avions d'Air France qui venaient à vide. Si ce sont des vols réguliers, on va le dire comme ça, cela sous-entend que certaines compagnies ont encore le privilège d'entrer sur le territoire gabonais au moment même où les autorités parlent de fermeture de frontières. Bien, je vais répondre à cette question. Oui. D'accord. Permettez que j'indique d'abord, si tout le monde a bien compris, que pour ce qui est des affrètements qu'il y a eu, il n'y a eu aucun problème. D'accord. Bien. Les factures et les contrats sont disponibles. Ceux qui veulent les consulter, députés, sénateurs ou citoyens, peuvent les consulter. C'est disponible. En Vous ce qui concerne, seriez prêt à aller devant les députés, par exemple, pour répondre de cette question finalement? si les députés posent cette question, on fera des copies des contrats et des factures. Très On bien. les leur remettra, il n'y a aucun problème. D'accord. Pour ce qui est de Air France, nous avions été sollicités par les autorités françaises afin d'aider les Français et les Européens à Libreville à pouvoir repartir en Europe par Air France, sur une négociation qui s'est produite en France entre Air France et les autorités françaises. Ces vols, l'État gabonais a dit, compte tenu de la situation pandémique en France, il est préférable que ces vols ne viennent pas dans notre pays avec des passagers à bord. On a même dit que les membres d'équipage ne débarquaient pas. D'accord. Donc ces vols partaient de Paris, faisaient escale à Cotonou pour récupérer le temps de trajet. Ils arrivaient à Libreville et repartaient le même jour et on a préféré qu'ils repartent la journée. Donc c'est ce qui a été décidé et c'est ce qui a donc été appliqué sur 3 rotations. D'accord. À la 4e Air rotation, France. Air France. D'accord. À la 4e rotation, nos compatriotes ayant sollicité qu'ils puissent bénéficier de ces vols parce qu'ils disposaient de billets Air France, on a donc discuté avec les autorités françaises pour que maintenant, on puisse mettre des compatriotes dans cet avion et des non-gabonais, mais résidents, qui voulaient rentrer, ont été autorisés à prendre. Et c'est ce qui fut fait. Qu'en est-il des autres compagnies? Rapidement, puisque nous sommes arrivés au terme de cette première partie, est-ce qu'il n'y a eu que Air France qui a eu ce droit-là, ou bien Turkish, pour ne pas le citer, Rwandair et les autres? Je parle encore une fois de discussion entre les autorités gabonaises et françaises. D'accord, tout Avec simplement. les autres compagnies, il n'y a pas eu ce genre de discussion. D'accord, très bien. Merci, Monsieur le ministre d'État. Je rappelle que vous êtes sur le plateau pour nous parler des modalités pratiques du rapatriement des Gabonais bloqués à l'extérieur. Dans la seconde partie, parce que nous marquons une pause, dans la seconde partie, nous allons voir comment les choses ont évolué jusqu'au retour, combien sont actuellement dans leur pays et qu'est-ce que le ministère des Affaires étrangères a fait pour que ces personnes qui sont arrivées de pays à risque, parce que tous les pays sont à risque aujourd'hui, comment ces personnes ont-elles été prises en charge? On se retrouve après cette courte pause. Bienvenue dans cette seconde partie d'émission qui reçoit toujours le ministre d'État gabonais en charge des Affaires étrangères sur le rapatriement des Gabonais bloqués à l'extérieur depuis le 20 mars. Il y a que les modalités pratiques ont été égrenées ici par ce dernier, mais il y a encore des questions qui sont là et qui méritent d'être posées. Monsieur le ministre d'État, le premier cas est arrivé de l'extérieur. Il s'agissait de cas importés. Aujourd'hui, nous parlons d'une contamination communautaire. Qu'est-ce qui est fait justement pour la sécurité de ces personnes, sécurité sanitaire j'entends, depuis leur retour? Nous nous sommes assurés que le retour se fasse en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. J'ai cité l'Agence nationale de l'aviation civile, j'aurais dû citer le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Transports, le ministère de l'Économie et du Budget, le ministère de la Santé, à travers le comité technique que préside le professeur Chua. Chaque fois qu'un vol était planifié, nous informions le comité de pilotage du jour d'arrivée du vol, du nombre de personnes, et le comité mettait à disposition une équipe avec des bus qui partaient donc à l'aéroport, qui partaient prendre ces personnes au sortir de l'avion et qui les amenaient au méridien où il restait 24 heures, le temps des prélèvements et des résultats.